L'air de la salle de classe était saturé d'une odeur de craie, de cire pour bois et de ce parfum musqué, presque sauvage, qui semblait émaner de lui. Dehors, les feuilles d'automne, d'un orange brûlé, tourbillonnaient contre les hautes fenêtres de l'école privée où étudiait mon fils, Léo. C'était un mardi, à l'heure de la réunion parents-professeurs, mais pour moi, c'était le début d'une chute libre. Je m'appelle Camille. Mon mari, Marc, est un homme brillant, un architecte de renom qui voit le monde en ligne droite et en angle droit. Notre vie est une structure parfaite, une maison minimaliste, des vacances programmées et un silence poli qui s'est installé entre nous comme une poussière invisible. Asseyez-vous, je vous en prie, Camille. La voix de Monsieur Legrand, Julien, était basse, une vibration qui semblait glisser sous ma peau. Il ne m'appelait jamais Madame Morel, toujours Camille. Je me suis assise sur l'une des petites chaises en bois, me sentant soudainement vulnérable, trop grande pour ce décor d'enfant. Julien s'est penché en avant, ses coudes reposant sur le bureau encombré de copies. Ses yeux, d'un vert forêt profond, ne quittaient pas les miens. Chaque mouvement de ses cils, chaque légère contraction de sa mâchoire semblait peser des tonnes. « Léo fait des progrès », a-t-il commencé, mais sa voix disait autre chose. Ses doigts jouaient avec un stylo plume en argent, le faisant tourner avec une lenteur hypnotique. « Je suis ravi de l'entendre », ai-je balbutié. Marc s'inquiétait pour ses notes en français. À la mention de mon mari, l'expression de Julien a changé. Un micro-mouvement, un plissement presque imperceptible au coin de l'œil. Un mélange de mépris et de défi. Marc est un homme très occupé, n'est-ce pas? Trop occupé pour voir ce qui se passe réellement ici. Le sous-entendu a flotté dans l'air, comme un nuage d'orage. Ma respiration s'est saccadée. Je fixais sa main, ses phalanges bien tracées, la peau légèrement tannée. J'imaginais ses mains tenant un livre, ou tenant autre chose. Une chaleur insidieuse a commencé à monter le long de ma nuque, malgré la fraîcheur de la pièce. Les semaines suivantes ont été une lente torture de paranoïa et d'anticipation. Chaque matin, en déposant Léo, je cherchais sa silhouette dans la cour. Chaque message sur l'application de l'école faisait bondir mon cœur. Marc ne remarquait rien. Il dînait en face de moi, les yeux rivés sur sa tablette, analysant des plans de gratte-ciel. « Tu es pâle, Camille. Tu devrais dormir plus », me disait-il sans même lever la tête. Son indifférence était le carburant de mon obsession. Julien, lui, me regardait. Il me voyait. Il remarquait la couleur de mon écharpe, la légère hésitation dans mon sourire, le tremblement de mes mains quand nos doigts se frôlaient en échangeant les cahiers de Léo. Le point de rupture est arrivé un jeudi soir, de pluie battante. Marc était en voyage d'affaires à Genève. Léo dormait chez un ami. La maison était vide, froide, hantée par le tic-tac de l'horloge du salon. Quand on a frappé à la porte, je savais déjà qui c'était. Julien se tenait sur le perron, ses cheveux noirs trempés collés à son front, son manteau sombre lourd d'eau. Il ne s'est pas excusé. Il n'a pas inventé de prétexte concernant Léo. « Je ne pouvais plus rester chez moi en sachant que tu étais seul ici », a-t-il dit, sa voix luttant contre le bruit de la pluie. Je l'ai laissé entrer. L'humidité de ses vêtements a immédiatement envahi l'entrée stérile de ma maison. Nous nous tenions là, à quelques centimètres l'un de l'autre. Je pouvais entendre le battement de mon propre cœur, comme un tambour de guerre. Je voyais une goutte d'eau glisser de sa tempe, descendre le long de sa joue pour mourir au coin de ses lèvres. Ma paranoïa luttait contre mon désir. Et si Marc rentrait plus tôt? Et si les voisins regardèrent par la fenêtre? Mais quand Julien a fait un pas vers moi, réduisant l'espace à néant, toute logique s'est envolée. « Camille, regarde-moi », a-t-il murmuré. Il a levé la main, hésitant un instant, puis a effleuré ma joue de ses doigts glacés. Le contraste avec la chaleur de ma peau a provoqué une décharge électrique dans tout mon corps.
Ses yeux fouillaient les miens, cherchant une permission que j'avais déjà donnée dans mes rêves les plus sombres. « Ce que nous faisons, c'est mal, » ai-je soufflé, bien que je ne recule pas. « C'est la seule chose réelle dans cette maison de verre, » a-t-il répondu. Il m'a embrassé. C'était un baiser désespéré, chargé de mois de tensions refoulées. Nous avons monté les escaliers dans un état de transe, mes mains agrippées à sa chemise humide. Dans notre chambre conjugale, sous le regard invisible de mon mari absent, j'ai franchi la ligne. Mais alors que je me perdais dans ses bras, une ombre de doute a commencé à ramper dans mon esprit. Pourquoi Julien semblait-il si à l'aise dans cette maison? Pourquoi ne montrait-il aucune crainte d'être découvert? Le lendemain matin, il était parti avant l'aube. En rangeant le lit, mon cœur s'est arrêté. Sur la table de nuit de Marc, normalement parfaitement ordonnée, un petit objet dénotait. Un bouton de manchette en argent. Un objet que je n'avais jamais vu. Prise d'un pressentiment, j'ai ouvert le tiroir du bureau de mon mari. Caché sous une pile de contrats, j'ai trouvé un dossier. À l'intérieur, des photos de Julien. Des dizaines de photos de lui, à l'école, dans la rue, et même devant notre maison. Mais ce n'était pas le pire. En bas du dossier, il y avait une lettre manuscrite, datée d'il y a 3 ans, signée par Julien et adressée à Marc. Les mots ont dansé devant mes yeux, me donnant la nausée. Le plan est en marche, elle n'a aucune idée de qui je suis réellement. Soudain, mon téléphone a vibré. Un message de Julien. « Vite, viens à l'école. Léo a eu un accident. Je t'attends dans la salle de classe. » Mes jambes tremblaient. Était-ce un piège? Julien et Marc se connaissaient-ils depuis le début? Étais-je le jouet d'un jeu cruel entre l'instituteur de mon fils et mon propre mari? J'ai pris mes clés, la pluie recommençant à tomber, plus violente que jamais. Je devais savoir. Je devais voir leur visage. Arrivé à l'école, les couloirs étaient déserts, plongés dans une semi-obscurité. Mes pas résonnaient sur le linoléum, un bruit sec, saccadé. La porte de la salle de classe de Léo était entr'ouverte. Une lumière blafarde s'en échappait. J'ai poussé la porte, le souffle court. Julien était là, assis à son bureau, comme lors de notre première rencontre. Mais cette fois, il n'était pas seul. Assis sur une des petites chaises d'enfant, le dos droit, m'attendant dans le silence le plus total. C'était Marc. Le silence dans la salle de classe était si dense qu'il semblait étouffer le bruit de la pluie contre les vitres. Marc ne bougeait pas. Il fixait un point invisible sur le tableau noir, ses mains croisées sur ses genoux, avec une rigidité terrifiante. Julien, lui, jouait toujours avec son stylo, un sourire indéchiffrable aux lèvres. « Où est Léo ?» ai-je crié, ma voix déraillant sous l'effet de la panique. Marc a enfin tourné la tête vers moi. Ses yeux étaient vides, dépourvus de la colère que j'attendais. Il n'y avait qu'une sorte de lassitude glaciale. « Léo est en sécurité, Camille. Il est chez ma mère. Il ne reviendra pas à la maison ce soir. Peut-être plus jamais. » Je me suis appuyé contre le chambranle de la porte, sentant mes forces me quitter. « Qu'est-ce que ça veut dire? Julien, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi vous étiez en contact ?» Julien s'est levé lentement. Il a contourné son bureau et s'est approché de Marc, posant une main presque familière sur son épaule. Le geste était obscène de complicité. « Tu vois, Marc ?» a dit Julien d'une voix traînante. « Je t'avais dit qu'elle viendrait en courant. Elle est d'une prévisibilité navrante. » Marc a hoché la tête, un petit rire sec s'échappant de sa gorge. « 10 ans, Camille. 10 ans que je construis des structures parfaites, des fondations solides. Et toi, tu as tout démoli pour un peu d'attention et un parfum bon marché. Vous avez tout organisé ?» ai-je murmuré, la vérité commençant à brûler mon esprit. Chaque rencontre, chaque regard. « Julien, tu m'as séduite sur ses ordres ?» Julien s'est approché de moi. Je pouvais encore sentir l'odeur de sa peau sur la mienne.
un souvenir qui me donnait maintenant envie de vomir. Il a penché la tête, observant mes larmes avec une curiosité cruelle. Marc avait besoin de preuves irréfutables pour le divorce, Camille. Des preuves qui lui garantiraient la garde exclusive de Léo et la totalité du patrimoine. Mais il voulait aussi quelque chose de plus artistique. Il voulait voir jusqu'où tu pouvais tomber. « Tu n'es pas prof, n'est-ce pas ?» ai-je craché, la haine remplaçant la peur. « Oh, si, je le suis, mais je suis aussi un vieil ami d'université de ton mari. Disons que j'avais une dette envers lui, et que jouer les amants ténébreux était un moyen très agréable de la rembourser. » Marc s'est levé à son tour. Il s'est approché de moi, sortant un petit enregistreur numérique de sa poche. Il a appuyé sur « Play ». Le son de mes propres gémissements, de mes murmures de la nuit précédente dans notre lit conjugal, a envahi la pièce. C'était humiliant, brut, insupportable. « La technologie est merveilleuse, n'est-ce pas ?» a dit Marc en éteignant l'appareil. Les micros étaient partout, Camille. Dans la chambre, dans le salon, même dans ton propre sac à main. Je me suis effondré sur une chaise, les mains sur les oreilles. Pourquoi ? Pourquoi cette mise en scène cruelle ? Tu aurais pu simplement demander le divorce. Marc a saisi mon menton, m'obligeant à le regarder. Son visage était à quelques centimètres du mien. Parce que tu m'as ennuyé, Camille. Pendant 10 ans, tu as été une décoration dans ma vie. Je voulais te voir briser. Je voulais voir l'image de la mère parfaite s'écrouler dans la boue. Et surtout, je voulais que tu saches que chaque moment de passion que tu as cru vivre n'était qu'un script que j'avais écrit moi-même. Il a jeté un dossier sur mes genoux. C'étaient les papiers du divorce, déjà remplis, accompagnés d'une clause de renonciation totale à mes droits parentaux. « Signe !» a ordonné Marc. « Si tu signes, je ne diffuserai pas ces enregistrements. Je ne détruirai pas ta réputation auprès de ta famille, de tes amis, de ton travail. Tu partiras juste avec tes vêtements et on dira que tu as eu une crise nerveuse. » « Et Léo ?» ai-je sangloté. « Léo oubliera, » a dit Julien en souriant. « Les enfants oublient vite quand on leur donne une nouvelle vie. » J'ai regardé le stylo sur le bureau, le même stylo en argent que Julien faisait tourner pendant nos réunions. Ma main tremblait. J'étais prise au piège d'une structure bien plus complexe que n'importe quel gratte-ciel de Marc. J'ai pris le stylo. J'ai signé. Marc a récupéré les papiers avec une satisfaction chirurgicale. Il a rangé le dossier dans sa mallette en cuir. « Tu as 1 heure pour récupérer tes affaires à la maison. Après ça, les serrures seront changées. » Ils sont sortis de la salle de classe ensemble, me laissant seul dans le silence de l'école. La pluie avait cessé, laissant place à une brume épaisse. Le twist final, dark ending. Je suis rentré à la maison, le cœur vide. En montant dans la chambre pour prendre quelques vêtements, j'ai vu l'ordinateur portable de Marc rester ouvert sur son bureau. Une notification clignotait. C'était un email de Julien. Je n'aurais pas dû regarder, mais mes doigts ont agi d'eux-mêmes. « Marc, tout s'est passé comme prévu. Elle a signé. Mais ne crois pas que je l'ai fait seulement pour ta dette. Camille était délicieuse. D'ailleurs, j'ai gardé les meilleures vidéos pour ma collection personnelle. On se voit demain pour le transfert des fonds. » Et là, j'ai vu la pièce jointe. Ce n'était pas une vidéo de moi. C'était une vidéo de Marc et Julien, prise il y a des mois, bien avant que tout cela ne commence. Ils étaient ensemble, amants. Tout n'était qu'un immense mensonge. Marc n'était pas un mari trahi, cherchant vengeance. Il était un homme qui voulait se débarrasser de sa femme pour vivre sa propre histoire avec Julien, tout en gardant sa fortune et son fils. Ils s'étaient inservis de moi comme d'un pion dans leur propre jeu pervers. J'ai entendu une voiture se garer dans l'allée. C'était eux. Ils revenaient plus tôt. J'ai regardé le flacon de somnifère sur la table de nuit, puis j'ai regardé les conduites de gaz dans la cuisine ouverte, juste en bas des escaliers.
S'ils voulaient une fin tragique, ils allaient en avoir une. Quand Marc et Julien ont passé la porte, ils ont trouvé la maison plongée dans le noir. Une odeur de gaz envahissait déjà l'espace. « Camille » a appelé Marc. « Qu'est-ce que tu fais encore là ?» Je me tenais en haut de l'escalier, une boîte d'allumettes à la main. Mon visage était calme, presque serein. « Tu as dit que tu voyais le monde en ligne droite, Marc, » ai-je dit d'une voix douce. « Mais tu as oublié que le feu, lui, n'a pas de forme. » J'ai craqué l'allumette. Le soufre a brillé un instant, une petite étoile dans l'obscurité. Leurs visages, autrefois 6 sur 2, se sont décomposés en une fraction de seconde. On ne partira pas avec les vêtements, Marc. On partira avec la structure.